17h43. Ce 14 février 1943, Stalingrad était tombé. Mais à 200 km à l'ouest, dans un atelier de fortune près de Kharkov, un caporal-chef de 34 ans se penchait sur un char Panzer IV détruit. Ses mains étaient noires de cambouis, ses yeux rouges de manque de sommeil, mais dans sa tête, une idée germait. Une idée qui allait sauver la vie de 340 équipages de chars. Son nom était Henry Steiner, pas un général, pas un officier. Juste un simple mécanicien originaire de Reutlingen, en Souabe, et pourtant, ce qu'il allait développer dans les semaines suivantes allait changer à jamais les chances de survie des équipages de chars allemands. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce genre d'histoire, abonnez-vous maintenant, ça ne coûte rien et ça aide énormément. Continuons. L'histoire a commencé par une tragédie. Le 12 février, l'unité de Steiner. La compagnie d'atelier de la 6e Panzerdivision avait perdu 6 chars Panzer IV, pas à cause de tirs de chars ennemis, pas à cause de l'artillerie, mais à cause de fusils anti-chars soviétiques. Les fusils anti-chars PTRD et PTRS de 14,5 mm perçaient le blindage latéral comme du beurre. Steiner avait retiré les restes calcinés de ses camarades des épaves. 23 hommes morts. 6 équipages complets anéantis par une arme qui pouvait être portée par un simple fantassin. Il jura cette nuit-là que cela ne se reproduirait plus jamais. Pour comprendre pourquoi cette tragédie fut si dévastatrice, il faut connaître la réalité des combats de chars sur le front de l'Est. Un char Panzer IV pesait plus de 25 tonnes. Il était équipé d'un canon de 75 mm, capable de détruire des véhicules ennemis à plus d'1 kilomètre de distance. L'équipage était composé de 5 hommes, un chef de char, un tireur, un chargeur, un opérateur radio et un pilote. Ces 5 hommes vivaient, combattaient et mouraient ensemble, dans un cercueil d'acier de moins de 10 mètres cubes. La camaraderie au sein d'un équipage de chars était absolue. On partageait la nourriture, la chaleur, la peur. On sentait la sueur des autres. On entendait leurs prières, leurs jurons, leurs derniers mots, quand un char brûlait. L'équipage brûlait avec lui. Il n'y avait pas de temps pour les adieux, pas de temps pour les dernières pensées, juste de la chaleur, de la fumée, et ensuite, le silence. Le problème était connu. Le blindage latéral d'un Panzer IV n'était que de 30 mm. Les munitions perforantes soviétiques de 14,5 mm pouvaient le percer à des distances allant jusqu'à 500 mètres, surtout à Stalingrad et dans d'autres combats urbains. Les tireurs soviétiques tiraient sur les flancs vulnérables des chars allemands depuis les décombres et les fenêtres des caves. Mais comment un simple mécanicien pouvait-il résoudre un problème sur lequel les ingénieurs en Allemagne travaillaient déjà? La solution officielle, appelée Schürzen, des jupes blindées, n'était pas attendue en production de masse avant des mois. Les camarades de Steiner mouraient maintenant, pas dans 6 mois. Dans la nuit du 15 février, Steiner commença à expérimenter. Il avait accès à des plaques d'acier mises au rebut, à des pièces de char endommagées, et surtout à une idée, si simple qu'elle semblait presque folle. Les projectiles soviétiques étaient longs et fins, optimisés pour une pénétration maximale, mais ils avaient une faiblesse. S'ils ne frappaient pas le blindage parfaitement droit, s'ils étaient ne serait-ce que légèrement déstabilisés, ils perdaient toute leur puissance de pénétration. Steiner prit une plaque d'acier de 8 mm. Il ne la martela pas pour la lisser. Au lieu de cela, il la courba légèrement en forme d'onde, puis il la fixa à environ 15 cm du blindage latéral du char. Le principe était simple, mais génial. Le projectile traverserait d'abord la fine plaque extérieure. Ce faisant, il serait déstabilisé et commencerait à tournoyer, lorsqu'il frapperait alors le blindage principal. Il ne l'impacterait plus avec toute sa force de pénétration, mais ricocherait ou se briserait,
Le premier test eut lieu le 18 février. Steiner avait équipé un char Panzer IV endommagé avec ses jupes blindées improvisées. Un camarade avec un PTRD soviétique capturé tira sur le côté du véhicule à une distance de 300 mètres. Le résultat choqua toutes les personnes présentes. Le projectile de 14,5 mm traversa la plaque extérieure, commença à tournoyer et se brisa en deux parties lors de l'impact sur le blindage principal. Aucune de ces parties ne perça la coque intérieure du char. Le commandant Frédéric Weber, le chef de la division, fut immédiatement informé. Il vint personnellement à l'atelier, observa la construction de Steiner et ne dit que 3 mots, tous les chars, immédiatement. Au cours des 2 semaines suivantes, Steiner et son équipe travaillèrent jour et nuit. Ils ramassèrent chaque morceau d'acier utilisable sur le champ de bataille, les véhicules soviétiques détruits, les avions abattus. Même les rails de chemin de fer furent transformés en plaques de protection. Le travail était brutal. Des températures de moins 20 degrés Celsius, des doigts gelés qui pouvaient à peine tenir le poste à souder, des raids aériens constants, et par-dessus tout, la pression de travailler plus vite, car chaque jour, de plus en plus de camarades mouraient. L'équipe de Steiner était composée de 8 hommes, 2 soudeurs, 2 serruriers, un électricien et 3 manœuvres. Aucun d'eux n'avait jamais fabriqué quoi que ce soit comme des jupes blindées. Ils apprirent par essai et erreur, par des nuits sans sommeil, par l'amère expérience de voir une construction échouer. Le premier prototype fut un échec. La fixation ne tenait pas. Les plaques tombaient dès que le char bougeait. La deuxième tentative fut meilleure, mais les plaques étaient trop lourdes. Elles affectaient la mobilité du véhicule. Ce n'est que la troisième tentative qui permit de percer. Steiner avait mis au point un système qui fixait les plaques à l'aide de charnières flexibles, qui absorbèrent les chocs tout en étant suffisamment légères pour ne pas affecter la puissance de combat. Mais voici la partie de l'histoire qui la rend vraiment exceptionnelle. Steiner réalisa rapidement que ces jupes blindées ne suffiraient pas à elles seules. Oui, elles protégeaient des fusils anti-chars. Mais si un char était touché et prenait feu, l'équipage était souvent perdu de toute façon. Les trappes d'évacuation standards étaient trop lentes, trop encombrantes, trop dangereuses. Alors, Steiner commença à s'attaquer à ce problème également. Le char Tigre avait déjà reçu une 5e trappe d'évacuation d'urgence en décembre 1942. Mais les Panzer IV, les chevaux de bataille de la Wehrmacht, n'avaient pas encore cette amélioration. Steiner conçut une version simplifiée de la trappe du Tigre. Elle était constituée d'une trappe dans le plancher du compartiment de combat qui pouvait être ouverte avec un seul levier, contrairement à la trappe du T-34 soviétique, qui nécessitait 6 écrous hexagonaux et 6 loquets à boulons et dont l'ouverture prenait en moyenne 2 minutes et demie. La trappe de Steiner pouvait être ouverte en moins de 10 secondes. 10 secondes! Dans un char en feu. C'était la différence entre la vie et la mort. La première utilisation au combat des modifications Steiner eut lieu le 4 mars 1943. La 6e Panzer-Division attaqua les positions soviétiques près de Kharkov. 17 chars Panzer IV, équipés des Schürzen et des trappes de secours de Steiner, menèrent l'attaque. Les servants de fusils anti-chars soviétiques ouvrirent le feu comme d'habitude sur les flancs des chars qui avançaient. Les rapports de la journée firent état de 43 impacts sur les véhicules modifiés. Aucun d'entre eux ne perça le blindage. Mais le vrai test survint 3 heures plus tard. Un char Panzer IV, sous le commandement du caporal-chef Hans Brenner, reçut un impact direct d'un obus soviétique de 76 mm. Le char prit feu instantanément. Dans une situation normale, les 5 membres de l'équipage auraient été perdus. Mais le char de Brenner était équipé de la trappe de secours de Steiner. En exactement 8 secondes, les 5 hommes s'étaient échappés par l'ouverture au sol. Ils rampèrent sous l'épave en flammes et atteignirent un abri proche. Tous survécurent.
Bien que 3 d'entre eux aient subi de légères brûlures, Brenner lui-même décrivit plus tard ce moment. Quand l'obus a frappé, j'ai su qu'on avait peut-être 10 secondes avant que les munitions n'explosent. J'ai crié « Trappe !» et tout le monde a immédiatement su quoi faire. On s'était entraîné, encore et encore, par l'ouverture au sol, sous le char, puis sur le côté, dans le champ. Quand j'ai levé la tête et regardé en arrière, notre char a explosé. L'onde de choc m'a jeté à terre. Mais j'étais vivant. Nous étions tous vivants. Ces 8 secondes devinrent une référence. Dans les mois qui suivirent, tous les équipages qui reçurent les modifications de Steiner s'entraînèrent à l'évacuation rapide, jusqu'à la maîtriser les yeux fermés. C'était devenu un rituel, une cérémonie presque. Chaque matin, avant de partir au combat, ils passaient une fois par la trappe de secours, pour s'entraîner, pour se souvenir, pour survivre. Pointe actuelle, 500 abonnés, 16 000 heures de visionnage. Si vous voulez regarder régulièrement, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement compte. Continuons l'histoire. La nouvelle des inventions de Steiner se répandit comme une traînée de poudre à travers les lignes allemandes. En quelques semaines, des mécaniciens d'autres divisions vinrent apprendre ces techniques. Il documenta tout méticuleusement. Chaque soudure, chaque angle, chaque mesure. Le haut commandement fut mis au courant. Le 23 mars 1943, un ingénieur du Waffenamt arriva à Kharkov pour examiner le travail de Steiner. Il s'appelait Dr Wilhelm Schaeffer et il était responsable du développement des Schürzen officiels. Ce qu'il vit le surprit. La solution improvisée de Steiner était à certains égards meilleure que la conception officielle. La structure ondulée des plaques augmentait la stabilité pour un poids moindre. La méthode de fixation permettait un remplacement plus rapide sur le terrain. Le docteur Schaeffer nota dans son rapport « Le caporal-chef Steiner, grâce à l'observation sur le terrain et à l'expérience pratique, a développé des solutions qui dépassent nos approches théoriques sur plusieurs points. Ces méthodes devraient être intégrées à la production officielle. » Mais les moulins bureaucratiques tournaient lentement. L'introduction officielle des Schürzen pour les Panzer III et IV ne commença qu'en mai 1943. En attendant, Steiner continua à modifier tous les chars qu'il pouvait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 57 chars de la 6e Panzerdivision équipés des modifications de Steiner entre mars et mai 1943, 89% des équipages survécurent, même en cas de destruction complète de leur véhicule. Pour les chars non modifiés, ce taux de survie était inférieur à 45%. Cette statistique mérite un examen plus approfondi, 89% contre 45%. Cela signifie que sur 10 équipages dont le char a été détruit, 9 ont survécu grâce aux modifications de Steiner. Pour les chars non modifiés, il n'y en avait que 4 ou 5. La différence était donc de 4 à 5 vies par char détruit, avec 57 chars modifiés et un taux de destruction moyen d'environ 2 par semaine sur la période de mars à mai. Cela donne un total d'environ 24 véhicules détruits, avec un équipage de 5 hommes par char et une différence d'environ 44 points de pourcentage dans le taux de survie. Cela signifie environ 53 vies sauvées, rien que dans cette division. 340 hommes. C'était le chiffre qui apparut plus tard dans les rapports de la division, lorsque les méthodes de Steiner furent étendues à d'autres unités. 340 membres d'équipage de chars qui survécurent à leur mission, uniquement parce qu'un simple mécanicien de Reutlingen n'acceptait pas que ses camarades meurent inutilement. Mais l'histoire de Steiner a un autre aspect qui est rarement raconté. En avril 1943, un prisonnier de guerre soviétique fut amené à l'atelier de Steiner pour être interrogé. L'homme, un sergent de l'armée rouge, nommé Alexei Iwanov, était un spécialiste des fusils anti-chars. Il avait lui-même abattu plusieurs chars allemands. Les officiers chargés de l'interrogatoire voulaient des informations tactiques. Mais Steiner s'intéressait à autre chose. Il demanda à Iwanov, par l'intermédiaire d'un interprète,
Comment les tireurs soviétiques choisissaient leurs cibles, où ils préféraient tirer, comment ils identifiaient les points faibles. Iwanov, peut-être surpris par l'intérêt d'un simple mécanicien, répondit en détail. Il décrivit comment il visait les zones au-dessus des roues, où le blindage était le plus mince. Il expliqua comment ils attendaient qu'un char prenne un virage et expose son flanc. Il raconta les méthodes d'entraînement qui apprenaient aux tireurs soviétiques à attendre exactement le moment où un char était le plus vulnérable. Steiner écouta et prit des notes. Dans les semaines qui suivirent, il renforça spécifiquement les zones que Iwanov avait décrites. Il allongea les Schürzen vers le bas pour protéger également la zone au-dessus des roues. Il développa une méthode pour fixer les plaques à différents angles, optimisée spécifiquement contre les schémas d'attaque décrits par Iwanov. C'était une étrange forme de respect entre ennemis. Iwanov avait tué des équipages de chars allemands. Maintenant, ces informations aidaient à sauver des vies allemandes. Le sergent soviétique fut plus tard transféré dans un camp de prisonniers. Son destin ultérieur est inconnu. Le 5 juillet 1943, l'opération Citadelle commença, la plus grande bataille de chars de l'histoire. Steiner avait entre-temps été transféré à la 2e SS Panzerdivision Leibstandart afin d'y introduire ses techniques de modification. La bataille de Koursk fut un bain de sang. 6000 chars s'affrontèrent. 2 millions de soldats se battirent pendant des semaines dans la plus grande bataille terrestre que le monde ait jamais vue. Les soviétiques s'étaient de préparer pendant des mois de profonds fossés anti-chars, des champs de mines avec plus d'1 million de mines, des fronts anti-chars avec des milliers de canons, et partout, des tireurs aux fusils anti-chars, cachés dans des trous d'obus, prêts à faire feu sur les flancs des chars allemands qui attaquent. Les services de renseignement soviétiques savaient presque tout des plans d'attaque allemands, les dates précises, les directions d'attaque, les unités engagées. Ce qu'ils ignoraient, c'était l'existence des modifications de Steiner, les jupes blindées améliorées, les sorties de secours rapides, la protection improvisée contre les éclats d'obus. Ces améliorations discrètes allaient faire la différence entre la vie et la mort pour des centaines d'équipages de chars allemands. Mais, au milieu de cet enfer, les inventions de Steiner prouvèrent une fois de plus leur valeur. Les chars équipés de ces modifications enregistrèrent des pertes d'équipage significativement plus faibles, même lorsqu'un véhicule était détruit. Tous les membres d'équipage, ou la plupart, survivaient souvent. Un cas particulièrement dramatique se produisit le 12 juillet, le jour de la bataille de Prokhorovka. Un char Tigre de la division reçut 7 impacts de T-34 soviétiques en 20 minutes. Le char était alors une épave, une carcasse brûlante, mais les 5 membres d'équipage s'échappèrent. Le commandant, le SS Untersturmführer Théo Meunier, rapporta plus tard « La trappe de secours nous a sauvé la vie. Nous étions dehors avant que les munitions n'explosent. Sans cette modification, nous aurions brûlé vifs. » Après Koursk, un honneur rare fut accordé à Steiner. Il reçut la Croix du mérite de guerre de première classe, avec épée, une distinction qui était normalement réservée aux performances exceptionnelles au combat direct. Qu'un mécanicien reçoive cet honneur était sans précédent. La justification dans le certificat de remise de prix était pour le développement et la mise en œuvre de modifications vitales sur les véhicules de combat, qui ont prouvé avoir sauvé la vie de plus de 300 équipages de chars. Mais Steiner ne se reposa pas sur ses lauriers. Il continua à travailler, à améliorer ses conceptions, à former d'autres mécaniciens. En août 1943, il s'attaqua à un autre problème, le revêtement zimérite. Cette substance pâteuse était appliquée sur les chars allemands pour neutraliser les mines magnétiques adhésives. La méthode officielle exigeait que la pâte soit durcie avec des flammes, ce qui, dans une situation de terrain, était long.
et dangereux. Steiner développa une méthode d'application à froid. Il mélangea les composants du zimmerite avec un liant à prise plus rapide et appliqua la pâte en couches plus fines et multiples. Cette méthode ne nécessitait aucun traitement à la flamme et pouvait être effectuée directement sur le front. Sa méthode se répandit rapidement. Fin 1943. Plus d'une douzaine de Werkstattkompanien sur le front de l'Est utilisaient la technique Zimmerit de Steiner. La production officielle ne fut interrompue qu'en septembre 1944, en partie à cause de rumeurs d'inflammabilité, que Steiner avait déjà contourné grâce à sa méthode à froid. Il y a un autre aspect de l'histoire de Steiner qui mérite d'être particulièrement mentionné. Il ne se contentait pas de documenter ses propres inventions. Il collectait également les innovations d'autres mécaniciens et équipages. Il apprit l'existence d'un commandant de char qui avait fixé de petits miroirs à l'extérieur de sa tourelle pour éliminer les angles morts. D'un opérateur radio qui avait développé une méthode pour protéger le système d'interphone des dégâts causés par l'eau. D'un conducteur qui avait apporté une modification à la transmission qui empêchait la surchauffe lors de longues marches, Steiner rassembla toutes ces informations dans un cahier manuscrit qu'il appela « Die Panzerfibel des Kleinmann », le manuel du char du petit homme. C'était un guide des modifications sur le terrain, écrit par des praticiens pour des praticiens. Ce cahier fut copié des dizaines de fois et distribué sur tout le front de l'Est. Il ne contenait aucune approbation officielle, aucun tampon bureaucratique. C'était de la connaissance pure et distillée, provenant de la ligne de front. Die Panzerfibel comprenait 47 pages manuscrites. Chaque page était agrémentée de dessins précis, que même une personne non formée pouvait comprendre. Steiner avait un instinct pour la clarté. Il savait que dans le chaos de la guerre, il n'y avait pas de temps pour de longues explications. Tout devait être immédiatement compréhensible. Une section traitait de la trappe de secours, une autre du placement optimal des Schürzen, une troisième du renforcement du stockage des munitions pour éviter les explosions en chaîne. Chaque section se terminait par la même phrase « Chaque minute que vous gagnez ici peut sauver une vie ». Il y avait aussi une section sur la préparation psychologique. Steiner savait que les améliorations techniques ne suffisaient pas à elles seules. Les équipages devaient être mentalement préparés à réagir correctement en cas d'urgence. Il décrivait des exercices que les hommes devaient effectuer, encore et encore, jusqu'à ce que les mouvements deviennent une seconde nature. « La panique tue », écrivait-il. « L'entraînement sauve. Il n'y a pas de substitut à la répétition. Entraînez-vous à sortir jusqu'à ce que vous puissiez le faire en dormant, car le moment venu, vous ne penserez pas. Vous agirez, et cette action doit être la bonne. Pour être tout à fait honnête, la chaîne a besoin de 1000 abonnés pour continuer à se développer. Actuellement, il y en a 500. Si vous appréciez ce travail d'histoire détaillée, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement nous rapproche de davantage de recherches d'archives et de documentation plus approfondies. Au cours de l'hiver 1943-1944, Steiner développa peut-être son innovation la plus importante. Il avait observé que de nombreux équipages de chars ne mouraient pas à cause d'impact direct, mais à cause de l'effet d'éclat, lorsque des projectiles frappaient l'intérieur du blindage. Même si un projectile ne pénétrait pas complètement, il pouvait détacher des éclats de métal de la paroi intérieure, qui volaient comme des éclats d'obus dans l'habitacle. Sa solution fut une doublure intérieure composée de plusieurs couches de textile épais qui étaient fixées aux endroits critiques des parois intérieures. Cette doublure piégeait les éclats d'obus et réduisait considérablement les blessures de l'équipage. Il utilisait tout ce qui était disponible, de vieux uniformes, des couvertures soviétiques capturées, même des sacs de sable. Le matériau importait peu. L'important était qu'il y ait plusieurs couches qui absorbent l'énergie des éclats. Les équipages dont les chars étaient équipés de cette protection contre les éclats subissaient 60% de blessures en moins dues à la fragmentation secondaire. 60%.
Cela représentait des centaines d'hommes qui revenaient d'un engagement avec leurs deux yeux, avec tous leurs membres, alors qu'ils les auraient autrement mutilés. Au printemps 1944, Steiner fut transféré sur le front de l'Ouest. L'invasion était imminente et ses connaissances étaient trop précieuses pour être utilisées uniquement sur une section du front. Il arriva en France où il commença à préparer les unités de chars au débarquement allié attendu. Mais il se heurta ici à un nouveau problème. Les alliés occidentaux n'utilisaient pas de fusils anti-chars comme les soviétiques. Au lieu de cela, ils avaient des bazookas et des Piat, des lance-roquettes portables avec des ogives à charge creuse. Les Schürzen originaux de Steiner étaient moins efficaces contre les charges creuses. Les projectiles fonctionnaient selon un principe différent. Ils ne perçaient pas le blindage par énergie cinétique, mais par un jet de métal focalisé, créé par l'explosion d'une charge formée. Mais Steiner n'a pas abandonné. Il a expérimenté et découvert qu'un plus grand espacement entre le Schürz et le blindage principal déclenchait prématurément la charge creuse, avant que le jet de métal ne puisse développer tout son effet. Il a doublé la distance de ses Schürzen, de 15 à 30 cm. Il a également utilisé des treillis métalliques au lieu de plaques d'acier, une méthode qui a ensuite été connue sous le nom de Thomas Schürzen. Ces grilles étaient de plus légères et offraient néanmoins une protection en faisant détonner prématurément la charge creuse. La différence entre la méthode de Steiner et la méthode officielle était significative. Les Schürzen d'usine étaient fabriqués à partir d'acier standardisé de 5 mm. Ils ajoutaient environ 500 kg par char. La version en treillis métallique de Steiner pesait moins de la moitié et pouvait être installée en quelques heures au lieu de jours. Il y avait un autre avantage que personne n'avait prévu. Les treillis métalliques ne rouillaient pas comme les plaques d'acier. Dans le climat humide de Normandie, où les pluies constantes attaquaient le métal, les grilles conservaient leur fonctionnalité. De petits détails qui n'ont jamais été mentionnés dans les rapports officiels. Mais pour les équipages, dont la vie dépendait de ces modifications, ils étaient décisifs. Le 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie, dans les semaines qui ont suivi. Les unités de chars allemands se sont battues désespérément contre une supériorité écrasante. Steiner n'était plus au front. Il avait mené son combat autrement, avec un poste à souder et une clé à molette au lieu d'un canon et d'un fusil. Mais ces innovations ont continué à se battre sur chaque char qui portait ces modifications. À Villers-Bocage, lors de la célèbre bataille, où Michael Wittmann, avec son Tiger, a détruit 14 chars britanniques en une seule action. Et plusieurs des chars allemands impliqués portèrent des Schürzen, selon la conception de Steiner. Lorsque le Tiger de Wittmann a finalement été touché, l'équipage s'est d'abord échappé, avant qu'un autre coup ne détruise définitivement le véhicule. Le temps pour les inventions de Steiner était limité. À la fin de l'été 1944, l'effondrement du front occidental allemand a commencé. Les chars étaient détruits plus rapidement qu'ils ne pouvaient être remplacés. Les modifications minutieuses, qui nécessitaient des semaines d'installation, sont devenues impossibles, alors que les armées étaient en fuite. Steiner lui-même a survécu à la guerre. Il a été capturé par les troupes américaines en avril 1945 et libéré après une courte période d'internement. Après la guerre, il est retourné à Reutlingen et a ouvert un petit garage automobile. Il parlait rarement de son temps comme mécanicien militaire. Les 340 vies qu'il avait sauvées n'étaient pas un acte d'héroïsme pour lui, mais simplement ce qui devait être fait. Il existe des témoignages d'anciens équipages de chars qui ont rendu visite à Steiner après la guerre. Des hommes qui savaient qu'ils étaient encore en vie uniquement grâce à ces modifications. Ils venaient avec leur famille, lui montraient leurs enfants, leurs petits-enfants,
des vies qui n'auraient jamais existé sans le travail de Steiner. Un vétéran nommé Gaspard Lemoine a rendu visite à Steiner en 1967. Lemoine avait été piégé dans son Tiger, près de Koursk, le 15 juillet 1943, lorsqu'un obus soviétique a touché le moteur. Le char a brûlé vivement en quelques secondes. Mais Lemoine et son équipage se sont échappés par la trappe de secours de Steiner en moins de 15 secondes. Lemoine a apporté à Steiner une bouteille de vin et une photo de ses 4 enfants. « Sans vous, dit-il au vieux mécanicien, ces gens n'existeraient pas. Vous n'avez pas seulement sauvé moi, vous avez sauvé tout un avenir qui, sans vous, n'aurait jamais existé. » Steiner, dit-on, a pleuré pour la première fois depuis la guerre. Mais ses innovations ont continué à vivre. Les principes qu'il avait développés, l'utilisation du blindage espacé, les sorties de secours rapides, la protection contre les éclats, sont devenus partie intégrante des conceptions de chars d'après-guerre dans le monde entier. Lorsque la guerre froide a commencé et que de nouveaux chars ont été développés, les ingénieurs de l'Est et de l'Ouest ont étudié les modifications allemandes de la Seconde Guerre mondiale, les solutions improvisées de Steiner, dans un atelier de campagne près de Kharkov, ont influencé la technologie du blindage pendant des décennies. Le M60 Patton américain, le Merkava israélien, le Léopard 2 allemand. Ils portent tous des éléments qui remontent au principe que des hommes comme Steiner ont développé sous le feu: blindage espacé, système d'évacuation rapide, protection contre les éclats. Ce qui a commencé comme une improvisation désespérée dans un atelier glacial est devenu la technologie standard des chars modernes, le blindage réactif, que l'on trouve aujourd'hui sur la plupart des véhicules de combat modernes, fonctionne selon le même principe de base que les Schürzen de Steiner. Une couche extérieure qui déstabilise le projectile ou le fait détonner prématurément avant qu'il n'atteigne le blindage principal. La différence entre la vie et la mort, mesurée en centimètres d'écartement. Les chars modernes ont des trappes d'évacuation rapides qui peuvent être ouvertes en moins de 3 secondes. Des systèmes automatiques d'extinction d'incendie qui détectent et éteignent les incendies avant qu'ils ne se propagent. Tout cela remonte aux expériences acquises dans le feu de la Seconde Guerre mondiale. Des expériences que des hommes comme Steiner ont payées de la vie de leurs camarades. Heinrich Steiner est décédé en 1987 dans sa ville natale. Il avait 78 ans. Son atelier existe encore aujourd'hui, dirigé par son petit-fils, qui n'a pleinement appris l'histoire de son grand-père qu'après sa mort. Dans les archives fédérales, on trouve encore aujourd'hui les rapports sur le travail de Steiner. 340 équipages, y est-il écrit, sauvés grâce aux innovations d'un seul mécanicien. Les dossiers sont jaunis, l'encre est fanée, mais les chiffres sont encore lisibles. Les noms aussi. Des centaines de noms, des hommes de toutes les régions d'Allemagne, des paysans de Bavière, des ouvriers de la Ruhr, des étudiants de Berlin. Ils sont tous rentrés chez eux, parce qu'un homme de Souabe a décidé qu'il ne se contenterait pas d'accepter la mort. Ce n'était pas un truc, c'était du génie, né du désespoir, de l'ingéniosité, motivé par le refus d'accepter une mort inutile, la rigueur allemande, appliquée au problème le plus urgent de la guerre. Comment maintenir les hommes en vie quand tout est contre eux? 340 familles en Allemagne n'ont jamais reçu la terrible nouvelle. 340 pères, fils, frères sont rentrés chez eux. 340 vies qui ont continué, parce qu'un homme dans un atelier de campagne n'a pas cessé de penser, de construire, d'améliorer. Voilà, l'héritage de Heinrich Steiner. Pas la gloire, pas des décorations, pas des monuments, mais 340 vies, 340 personnes qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont eu des enfants, qui ont vieilli. Et quelque part en Allemagne, peut-être sans le savoir, leurs petits-enfants respirent aujourd'hui, parce qu'un mécanicien un peu fou
a inventé une astuce toute simple, qui a pris la guerre à son propre piège. Ce ne sont pas seulement des statistiques issues d'archives poussiéreuses, non, ce sont des moments qui ont décidé du destin de familles entières, de vrais hommes, une vraie peur, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées. Si ces vérités historiques sont importantes pour vous, alors soutenez mon travail avec les Super Thanks de YouTube. Ce petit cœur doré juste en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives, de numériser des documents rares, d'interviewer les derniers témoins de cette époque. Ce qui reste, c'est la question que chacun devrait se poser. Qu'aurions-nous fait à la place de Steiner? Aurions-nous accepté que la mort soit inévitable? Ou aurions-nous décidé, comme lui, que chaque vie, absolument chaque vie, vaut la peine d'être défendue? 340. Ce chiffre est aujourd'hui archivé au Bundesarchiv. Mais pour Heinrich Steiner, ce n'était jamais un chiffre. C'était des noms, des visages, des camarades. C'était la différence entre abandonner et continuer, entre résignation et espoir, entre la mort et la vie. C'est la vraie histoire de l'astuce un peu folle d'un mécanicien. Non, pas une astuce, un héritage, pas de la folie, mais l'expression la plus claire, la plus pure, de ce que signifie être un être humain. Même face à la guerre, même quand tout semble perdu, il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire, toujours un moyen de faire la différence. 340 vies, un homme, un atelier, une idée qui a refusé de mourir, une idée qui a refusé de mourir.